On va en parler tout de suite, d'ailleurs, si vous voulez bien, de la question de la démocratie. Cynthia Fleury, la démocratie, c'est vraiment un sujet que vous connaissez, qui est au cœur de votre travail. Quel lien vous faites, vous, entre la démocratie et la question de la mobilité ? Oh bah, je crois qu'on en a parlé depuis ce matin, si vous voulez. Là aussi, si on ouvre un tout petit peu la définition de la mobilité, c'est quelque chose, c'est une dynamique de transformation. C'est-à-dire que c'est ça l'enjeu de la mobilité, c'est pas simplement bouger pour bouger. C'est précisément en fait l'autre nom d'une théorie de l'action. Et l'homme a besoin, pour rester en bonne santé mentale, d'avoir le sentiment, je ne dis pas nécessairement de le faire, mais d'avoir le sentiment qu'il peut transformer sa vie et transformer un peu la société. Voilà. Et la manière dont il fait ça, c'est généralement, ce sont des thèses marxistes de base, c'est la question du travail. Et dans le travail, il y a toute cette puissance de transformation et la mobilité est une donnée essentielle. Donc, bêtement, la mobilité, elle est indissociable, encore une fois, on l'a dit, c'est un territoire normalement, logiquement, de transformation, d'émancipation, mais bien évidemment, il y a son contraire. Et tout le problème aujourd'hui est d'avoir un discours absolument paradoxal, et même contradictoire sur la notion de mobilité, puisqu'il y a une mobilité qui va être encensée, celle qui est choisie, élitiste, qualificative et entre guillemets économiquement génératrice de bénéfices. Et puis il y a une autre mobilité qui s'appelle aussi la migration. Bon, et on en a tous les jours, ils sont extraordinairement mobiles. Et bien évidemment, je ne vous fais pas un dessin sur tout l'univers de dévalorisation sur la migration. Donc on voit très très bien que voilà, la mobilité, c'est aussi un mot qui quasiment d'une novlangue pour venir raconter comment on crée un récit d'organisation des hommes, d'ordre des hommes. Donc là aussi, sur une question plus sur de quoi la mobilité est-elle le nom en termes de programme d'ordre, ce sont des questions qui, moi, m'intéressent à un niveau plus méta, si vous voulez, quand je n'ai pas le nez dans simplement les questionnements applicatifs de la mobilité. Et puis après, effectivement, c'est d'affronter mais ça, c'est des contradictions de base, c'est-à-dire que nous demandons une extrême mobilité, puis en même temps, les externalités négatives de cette mobilité, nous les interrogeons peu. Or, nous avons aujourd'hui non seulement les moyens de les interroger, mais voire parfois de proposer non seulement des situations alternatives qui sont en termes écologiques plus bénéfiques, mais en termes de santé mentale. C'est-à-dire que l'aliénation dont on parle, où vous passez 1h30 pour aller à votre travail et 1h30 pour rentrer, elle est profondément déficitaire en termes de santé, de coûts sur la sécurité sociale, de ce qu'on appelle les TMS et toutes les séries de maux et de chronicité de la maladie, parce que c'est pas un bon point. Donc tout ça est une folie. Non seulement ça rend les gens malheureux, c'est une mobilité qui en fait est une mobilité de façade et qui généralement n'est pas appréciée. Bon, donc voilà, on a aujourd'hui encore, on est en fait à la fois dans une fantasmatique très forte de la mobilité, et quand il s'agit tout d'un coup de la penser de façon un peu plus applicative, on redevient très restreint dans les parcours de mobilité qu'on propose. Donc c'est assez, enfin c'est drôle. Non, c'est pas drôle, mais c'est assez triste de voir. Oui, c'est assez paradoxal de voir cet immense fantasme de la mobilité heureuse, magnifique, etc. Et puis en même temps, la réalité assez appauvrie, assez normative de ce qu'on propose. Éric Le Breton, sur cette question de démocratie et mobilité, vous l'avez un petit peu abordé lors de votre introduction. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je veux bien rajouter rapidement deux ou trois points. Je commencerai par dire que, de mon point de vue, il me semble que la mobilité est vraiment intrinsèquement liée à la démocratie. Il y a un lien immédiat entre les deux choses, parce que être mobile, de manière très prosaïque, c'est sortir de chez soi,
Sortir de son village, sortir de son quartier, et donc c'est rencontrer l'autre qui est différent. Et à partir de là, se met en place le civisme. Dans le rapport à l'autre différent, la question du civisme se pose. Le civisme, c'est, pour le dire très simplement, savoir minorer ses propres singularités pour permettre aux singularités de l'autre de s'exprimer. Le civisme, c'est considérer que la différence m'augmente plutôt qu'elle ne me diminue. Donc là, et le civisme, c'est une des briques essentielles de la démocratie. Donc là, le lien entre mobilité et démocratie, à un niveau très général, très abstrait, on peut le faire quand même nettement. Après, deuxième élément que je voudrais évoquer, c'est ce que, pour ma part, j'identifie pour le moment de manière un peu vague entre le hiatus, entre la figure du passant et la figure de l'habitant. J'ai l'impression que notre démocratie est en train, en quelque sorte, de glisser, d'être en déphasage, en décalage avec tout son historique de construction. En France, la démocratie, le droit électoral qui institue le citoyen, il est basé sur le droit fiscal. Et le droit fiscal ne reconnaît qu'une seule figure, c'est l'habitant qui a une et une seule adresse, pas deux adresses. Avec le droit fiscal, avec les impôts, on n'a pas le droit d'avoir deux adresses. On doit avoir une seule adresse. Et donc, à partir de là, le citoyen, c'est un habitant chez nous. Le citoyen, c'est un habitant. Or, bien évidemment, nous tous, nous passons notre semaine, nos mois et nos années à longueur de vie à nous éloigner de notre commune de résidence. Nous travaillons dans plusieurs communes. Nous y faisons des choses, nous avons des loisirs dans tout un ensemble d'endroits, nous scolarisons nos enfants dans d'autres communes que la commune de résidence pour des tas de raisons, nous avons des amis, etc. Nous partons, nous visitons l'étranger, et puis à chaque fois, on ne se contente pas, ma figure du passant n'est pas forcément très bonne, mais parce qu'on ne se contente pas de passer, on s'approprie les territoires, on noue des relations avec des gens, on aime les endroits, on s'y localise soi-même très fortement. Et donc, vous voyez que cette multiterritorialité qui nous constitue aujourd'hui très fortement, elle n'a aucun sens, aucune prise sur notre système démocratique. Je donne un petit exemple qui va me permettre peut-être de me faire comprendre un petit peu mieux. Je prends le cas de la Défense, que j'ai étudié un peu il y a quelques années. À la Défense, tout le monde connaît la Défense, il y a 20 000 habitants, des gens qui habitent à la Défense. À la Défense, il y a 200 000 salariés, 95% de cadres. Les cadres n'habitent pas à la Défense, les habitants de la Défense ne travaillent pas sur la Défense. On a un chassé-croisé exactement le même que sur le territoire de Saint-Denis, que j'aurais pu prendre comme exemple aussi. Quand les aménageurs du site de la Défense veulent réfléchir à l'avenir de ce territoire, qui est-ce qu'ils contactent, qui est-ce qu'ils mobilisent dans ce qu'ils appellent les forums défensiens? Les habitants, pas les salariés, qui pourtant sont des cadres, donc ils arrivent le matin à 7h, ils partent à 20h, ils amènent leurs enfants, parce qu'il y a des crèches dans les entreprises, ils font laver leurs vêtements parce qu'il y a des pressings, des conciergeries d'entreprise, il y a des garages, il y a des trucs pour entretenir les voitures, donc ils font tout à la Défense, mais ils ne sont jamais consultés quand il s'agit de penser l'avenir de ce territoire. Par contre, ils sont évidemment consultés quand il s'agit de penser l'avenir de leur territoire de résidence, sur lesquels ils ne sont absolument jamais, puisque toute la semaine, ils sont à la Défense, et dès qu'ils ont un week-end ou des vacances, ils ont les moyens de partir à l'étranger, de partir au ski, etc., etc. Donc il y a quand même un problème très sérieux, il faudrait l'enquêter. Je termine plus rapidement, peut-être 2 minutes? Non? Allez-y. D'accord. Deux derniers points plus rapides, voilà, des questions que je me pose. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que la mobilité met à mal la démocratie? Elle fragilise la démocratie. Si on regarde depuis les années 50, la mobilité se développe considérablement et en même temps, on voit que les taux d'abstention électorale se développent eux aussi de manière très considérable. En particulier aux élections locales, les municipales et les législatives, les présidentielles tiennent le coup un petit peu mieux. Est-ce qu'on ne peut pas faire un lien là aussi quand on voit la mobilité qui se développe pour tout le monde et la généralisation des pratiques de sécession urbaine?
Ces gens qui sont à la fois très mobiles et qui, en même temps, le soir, le week-end, se claquent murs dans des lotissements fermés, dans des résidences fermées, derrière des digicodes, des caméras, des dispositifs de surveillance, des vigiles. Vous savez qu'à Marseille, par exemple, c'est un vrai chiffre que je donne, un tiers des logements de Marseille sont dans des résidences fermées. Donc c'est quand même pas rien. Donc, est-ce que le lien de fragilisation entre mobilité et démocratie? Puis une toute dernière remarque, pour une remarque un peu plus optimiste, cette fois-ci, on observe, me semble-t-il, dans le domaine de la mobilité, défini de manière très vague, là Cynthia a raison, le mot il est compliqué, on observe quand même aujourd'hui tout un ensemble de mobilisations collectives. Je ne vais pas dire de mouvements sociaux, on n'en est pas là, mais en tout cas des mobilisations collectives. Quoi par exemple? Dans toutes les villes de France, il y a des mobilisations très fortes autour du vélo. Le vélo, c'est dire on veut un espace tranquille, préserver des mobilités rapides, des mobilités polluantes, un peu de l'hystérie mobilitaire. Dans beaucoup d'endroits, en France et à l'étranger, on a des mobilisations contre le tourisme. Venise, Barcelone, plein de petits villages du sud-ouest de la France qui disent on a trop de touristes, dans une sorte de mise à distance de la distance. Là aussi, c'est une sorte de mouvement contre la mobilité très forte. Nous sommes ici, nous constituons bien évidemment très fortement un mouvement collectif autour de l'idée la mobilité met à mal la cohésion sociale, la mobilité met à mal l'intégration sociale des individus. Et donc, il faut se mobiliser contre ça. Et puis, on voit des mobilisations aussi assez vigoureuses. Notre-Dame-des-Landes, par exemple, dans le pour ou contre les grands équipements de déplacement et de transport. Ce sont bien évidemment des mobilisations autour de la mobilité. Notre-Dame-des-Landes, c'est des gens qui disaient « on ne veut pas de pollution, on ne veut pas d'avion, on ne veut pas de cette mobilité rapide, hystérique qui va amener plein de gens dans tous les sens. » Et d'autres qui disaient « si, on en veut, parce qu'on veut partir, on veut de l'économie, on veut de l'échange, etc. » D'accord? Voilà, 4 éléments. Merci. Je rebondis sur l'aspect collectif. Moi, je voulais aborder avec vous, Cynthia Fleury, justement un autre sujet sur lequel vous travaillez beaucoup, un autre thème qui est la question de l'individualisation, du courage, de la responsabilité. On a parlé de la démocratie. Comment, sur le sujet qui est le nôtre, on arrive à lier à la fois l'effort personnel, l'individualisation et le collectif? Ah oui, non, ça c'est une question plus ouverte. De façon assez simple en fait. Moi, mon travail a été précisément de montrer que individuation et individualisme ne se recoupaient pas. Et que d'une certaine manière, si on prend un langage tocquevillien, l'individualisme est une pathologie de l'individuation. Et l'individuation, c'est tout simplement quoi? C'est un processus de subjectivation, de construction d'un sujet qui est tout à fait conscient, comme l'a dit Éric tout à l'heure, que de fait, pour se construire, le viatique de l'autre est nécessaire, la question du rapport à la communauté est nécessaire, l'individu se sait manquant, il sait qu'il n'est pas monde, etc., etc. Donc on est dans une approche très critique par rapport à soi, mais on est aussi conscient que précisément pour développer son sujet, la question d'un engagement public, la question d'un lien avec la communauté va venir précisément consolider ce sujet. Alors que dans un rapport plus individualiste, on va plutôt penser que le seul repli sur la sphère privée, la seule question comme ça un peu égocratique est ce qui va protéger au mieux l'individu. Bon, donc en gros, ce qu'on voit, c'est que si on prend des termes très philosophiques, le souci de soi, en fait, et le souci des autres ou le souci de l'état de droit sont en fait matriciellement au même endroit. Ils ne s'opposent pas. Et c'était une question importante pour moi parce que beaucoup des théoriciens, notamment de l'école de Francfort, je pense dans la filiation d'Adorno jusqu'à aujourd'hui Axel Honneth, avaient précisément montré que notre état de droit sous influence néolibérale forte, sous influence de rationaliser, de désubstantialiser l'état social,
hein, et d'avoir un état de droit magnifique en extérieur, mais en fait, dans les faits, de plus en plus appauvri. Le problème, c'est que cet état de droit, cette démocratie, elle fait du mal, très concrètement, aux individus qui sont dedans, qui se sentent tout simplement remplaçables, chosifiés, déconsidérés, dévalorisés. Et notamment, un des hauts lieux de cette dévalorisation de soi, c'est le monde du travail, et notamment avec des crises très très dures, existentielles, sur la question de la mobilité forcée. Bon, donc tout ça fait signe. Moi, mon enjeu, c'était de dire, attention, quand l'état de droit fait cela, il ne fait pas que rendre malades les individus. Il se rend malade lui-même, pour une raison très simple, c'est que l'état de droit ne se revitalise que par l'implication de ces sujets qui se pensent émancipés. Et par une voie très classique, nous prenons simplement celle du vote, qui est une manière pour les citoyens d'exprimer leur attachement à l'état de droit. Un sujet qui est déprimé, découragé ou psychotique ne vote pas pour un état de droit. C'est aussi bête que ça. Il vote pour un régime fascisant, populiste. Et voilà. Donc, si vous voulez, par cette simple ligne, c'était de montrer, attention, en dévalorisant la singularité des individus, vous allez la voir, en backlash, en boomerang, parce que ces individus ne seront plus à même de penser la durabilité de l'état de droit comme une question importante. Et donc, ils transforment, soit ils se désinvestiront, donc c'est la question de l'abstention qu'on connaît, ils diront, allez, c'est pas mon histoire et je me désinvestis de cette sphère publique et puis de cet état de droit, soit ils traduiront le ressentiment qui est le leur par un vote particulier, et ce vote sera, entre guillemets, porté sur les extrêmes qui, classiquement, n'ont pas un rapport serein avec la question de l'état de droit. Donc voilà. Donc moi, mon travail, il montre comment, à un moment donné, quand on s'intéresse à la protection de la mise en place des sujets, et en même temps à une question plus politique, en fait, je ne dirais pas qu'on s'intéresse à la même question, mais que cette question est véritablement fortement dialectisée, quoi, articulée. Il nous reste quelques minutes pour dialoguer ensemble. Peut-être pouvons-nous nous intéresser, pour terminer, à cette question qui est la question de notre rencontre. Quel choix de société, mobilité en transition? Quel est votre choix de société à vous? Ou quelles seraient vos préconisations pour aller vers une société dans laquelle les empêchés de la mobilité le soient moins? Qui veut répondre? Oui, non? Allez, Cynthia, à vous. Bon, non, moi, encore une fois, on sait très bien que les solutions ne peuvent pas être parfaites, mais il y a quelques éléments sur lesquels je pense qu'on peut travailler. Et le premier, c'est, on a parlé effectivement de cette question de la multiterritorialité. Je pense qu'elle est importante parce que ça veut dire qu'il faut potentiellement la reconnaître. Nous, on a fait des travaux précisément sur des manières de dire, est-ce qu'on peut penser des citoyennetés qui ne sont pas que nationales? Est-ce que ça a du sens, pas du sens? Bon, donc des points tout à fait sur ça. La question de la multifonctionnalité des espaces et des temps, qui paraît tout à fait important, avec cette idée que la mobilité, ça se fait dans les deux sens. C'est pas nécessairement moi qui vais vers, mais c'est quelque chose qui vient aussi à moi, et que donc à ce moment-là, ça nous permet de repenser différemment, comment dire, les espaces. C'est bien évidemment aussi des mobilités qui ne fonctionnent pas par un passage par le dit centre, de périphérie à périphérie. C'est une mise comment dire, une intégration des parties prenantes et des usagers dans n'importe quel process de définition de la mobilité qui aujourd'hui est tout à fait importante, parce que une des manières pour éviter que cette mobilité soit ressentie comme forcée ou aliénée, c'est la possibilité de la transformer par l'usage. Donc c'est toujours en fait un test de crédibilité de l'émancipation de cette mobilité. Bon. Et puis bien évidemment de travailler des mobilités tout au long de la vie, de bien vérifier que voilà, on ne focalise pas simplement sur tel ou tel genre
actif, mais on commence assez tôt, d'abord parce qu'il y a une éducation à la mobilité, c'est pas si simple que ça, hein, de penser que c'est valorisant, etc. Moi, je vois très bien sur mes étudiants, il y a 15 ans, les étudiants qui étaient encore dans un complexe très statutaire, bon, ben, il valait mieux qu'ils changent un tout petit peu, effectivement, de paradigme, parce que le monde n'est pas à cela, mais voilà, ils avaient aussi cette idée de consolidation dans un endroit, etc. Aujourd'hui, voilà, la possibilité de cumuler, la possibilité d'avoir des doubles, des triples appartenances n'est plus ressentie comme quelque chose de dévalorisant. Donc on voit bien qu'il y a eu non seulement voilà, un affrontement avec un principe de réalité, mais il y a eu aussi un travail de relégitimation de cela et un discours qui est venu valoriser précisément cette mobilité. Donc voilà, c'est différentes pistes pour... Et du point de vue de la puissance publique, de l'autorité publique, la puissance publique, c'est... En l'occurrence, normalement, en tout cas, nous, dans notre vision républicaine, interventionniste, etc., je dirais, c'est la base. C'est la base. Alors, pas nécessairement, d'ailleurs, toujours à l'initiative. On voit aujourd'hui que la puissance publique, elle peut arriver... On parlait tout à l'heure de mise en échelle, de mise à l'échelle. La puissance publique, aujourd'hui, elle peut faire ce travail-là, de dire, écoutez, les expérimentations... Voilà, on laisse la société civile avancer, être pilote sur cette question-là. En revanche, à un moment donné, sur une question de montée en généralité, c'est quand même notre boulot. Et donc, à ce moment-là, on arrive. Mais on ne peut pas être sur tous les terrains. On a besoin de laisser la phase expérimentale parce que manque d'argent, parce que manque de compétences sur telle ou telle question, manque d'envie. Et puis, il y a beaucoup de dossiers. Disons-le clairement. Donc, laissons l'expérimentation à la société civile. En revanche, mettons en place un système d'évaluation et oui, il faut faire de la montée en généralité. Donc ça, c'est une donnée. Et puis, classiquement, sur des questions d'accès, là aussi, c'est quand même le juge de paix, hein, la question de la puissance publique, et donc régulièrement de vérifier la question de l'accès, des passes, la question de la jeunesse, et bien évidemment là où généralement la société... Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que la société civile, via les associations, elle s'intéresse souvent aux populations en marge. Donc, on ne peut pas... voilà. Mais sinon, c'est aussi normalement un des critères essentiels pour la question de la puissance publique. Merci Cynthia Fleury pour cet éclairage. Un mot aussi, peut-être un dernier mot d'Éric Le Breton sur le choix de société. Enfin, vraiment un dernier mot. Je n'ai pas de choix de société idéal. J'essaye de faire de la sociologie. Alors, non, mais du mal à éclairer sur les choix de société. Je rebondirais sur le propos de Cynthia en disant oui, bien évidemment, c'est à la puissance publique de construire et de manager l'avenir, si et seulement si le tiers secteur reste très vigilant, très mobilisé, très inventif et inscrit dans un rapport de force positif, mais un rapport de force quand même.